Donc maintenant, on va rentrer plus dans l'illustration de l'engagement dans cette démarche. Et on va commencer par un exemple d'entreprise éco-responsable, qui est l'entreprise Timto. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Jean-Baptiste Schneider, directeur technique de Timto. Donc, quelques mots sur Timto pour commencer. Timto, c'est un studio d'animation producteur qui a été créé en 2005. Son activité aujourd'hui, elle est sur de la série télévision, sur du long métrage. On travaille actuellement sur un long métrage qui s'appelle Yellow Bird, qui a été présenté la semaine dernière. On est producteur et on est producteur exécutif ou prestataire. Donc, on travaille sur différentes séries. Angelo la débrouille, Babar, Plante Invasion dont on a parlé. La société, on a commencé une douzaine de personnes. Aujourd'hui, on a à peu près 200 en ETP. En 2008, un petit peu à contre-courant de la tendance du marché, on a décidé de relocaliser le travail de l'animation. Et on a créé le studio de Bourg-les-Valences. Aujourd'hui, on a deux sites, un site à Paris dans le 18e et un site à Bourg-les-Valences où on réalise l'ensemble de l'animation de nos productions. Donc, quelques mots sur la production Plante Invasion. Donc, la question de la réduction de l'empreinte carbone est une question qui nous a toujours intéressé à Timto, elle fait partie un petit peu de l'ADN de la maison. En 2009, on a coproduit une série qui s'appelle Plancton Invasion, sur une idée originale de Yuri Christian, qui traite de façon comique de la problématique de l'environnement et de la réduction de l'empreinte carbone. Concrètement, c'est l'histoire de trois planctons, qui sont les trois personnages que vous voyez à votre droite, qui sont des petits personnages malfaisants qui essayent de conquérir le monde, et pour conquérir le monde, ils vont augmenter le niveau de la mer, et pour ça, ils vont essayer de générer plus de carbone. Donc c'est une façon un petit peu détournée de parler de l'environnement. Donc c'est la première série qui a réussi à traiter ce sujet qui est assez sérieux, sur un mode comique et pas du tout culpabilisateur, ou culpabilisant. À ce titre, on avait reçu à ce moment-là un label de l'UNESCO et on a commencé à adhérer à la démarche EcoProd à ce moment-là. Très concrètement, ce qui s'est passé pendant la production, c'est qu'on s'est intéressé très particulièrement au calcul de l'empreinte carbone de la production. Donc, à ce moment-là, on disposait de peu d'outils, alors Carbonite Lab existait à ce moment-là. On a commencé à s'intéresser à ce qui se passait sur le compteur électrique, à prendre des mesures sérieuses de ce qui se passait pendant qu'on faisait les calculs, pendant que les gens n'étaient pas là, qu'est-ce qui se passe quand on éteint tous les écrans, etc. C'était des calculs assez complexes qui nous ont permis de calculer effectivement le bilan carbone de la production. On s'est rendu compte qu'on arrivait à 16 tonnes équivalentes sur l'ensemble de la prod, ce qui paraît beaucoup comme ça, mais on s'est rendu compte en faisant des comparaisons par rapport à la série 24 heures par exemple, qui frôle les 400 par épisode. C'est un truc absolument hallucinant parce qu'ils ont beaucoup d'hélicoptères, etc. Que finalement ces 16 tonnes étaient assez intéressantes. Alors, sur le graphe qu'on a là, on voit à quoi ils étaient dépensés. Donc il y a une grosse partie qui est du calcul. Donc, on parlait de serveurs tout à l'heure. Effectivement, les serveurs de calcul sont très consommateurs d'énergie. Il faut savoir qu'une image, quand on fait la série, on a 70 épisodes par exemple de 7 minutes à 25 images secondes, et on met un quart d'heure pour calculer chacune des images. Donc c'est vraiment des années de calcul cumulés qu'on retrouve. Il y a quelques déplacements professionnels qui pèsent assez lourd. Comme c'était une coproduction que le réalisateur voyageait entre la France et la Belgique, sa voiture consommait beaucoup, c'était assez significatif. On s'est rendu compte, et on va en parler tout à l'heure, que toutes les machines qui sont hors calcul consomment beaucoup, c'est-à-dire que quand vous laissez une machine allumée, elle va consommer beaucoup de ressources, même si elle n'est pas en calcul. Donc on a réfléchi, je vous montrerai tout à l'heure, aux différentes techniques qu'on avait pour réduire cette empreinte-là. Et voilà, en un mot, la plus simple en fait, c'était de mettre en calcul ces machines pour être sûr que toutes les machines allumées travaillaient tout le temps. Et en fait, indirectement, ça nous a permis d'économiser en serveur. Donc une machine, même la machine de l'assistante de prod qui fait des calculs, permet d'éviter d'acheter un serveur supplémentaire qu'on mettra dans le data center. Et ça permet de réduire sensiblement le nombre de machines qui font des calculs. Donc les déplacements au domicile-travail, on en parlera tout à l'heure aussi, et l'amortissement des machines. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui ont pesé lourd dans le bilan. Et suite à quoi, et un petit peu dans le prolongement de ça,
on a mis en place différentes pratiques à TeamToo. Donc je vais les prendre, elles ne sont pas dans l'ordre de pertinence, mais voilà, donc on a déjà un système de VMC double flux qui permet d'optimiser non pas la climatisation mais le refroidissement de l'ensemble du studio. Donc on est en mode refroidissement, il fait très chaud en été, quand il fait chaud dehors, il fait assez chaud à l'intérieur, mais on a habitué nos employés à supporter cette chaleur. Donc on a souvent du 25 ou du 30 à l'intérieur du studio, quand il fait 35 dehors. Mais voilà, donc accessoirement on suit les préceptes de l'organisme mondial de la santé qui promouvoit ce genre de pratique. L'électricité est 100% d'origine renouvelable. Donc, le graphique que vous avez vu tout à l'heure ne tient pas compte de cette optimisation, sinon on aura absolument on aura beaucoup moins de choses à calculer dans le bilan. Il y a naturellement le tri sélectif des déchets, et pour ça, il y a des pratiques assez simples qui consistent à mettre. Donc, on est 150 personnes à Paris. On n'a que 3 emplacements déchets dans l'ensemble de la boîte, donc un par étage. Il n'y a pas de poubelle individuelle pour être sûr que les employés respectent scrupuleusement le tri. En fait, toutes les livraisons sont faites en numérique. Alors ça, on essaie d'inciter nos prestataires et les producteurs avec lesquels on travaille d'adopter ce modèle-là. Donc on a très peu de coursiers, donc c'est uniquement pour les livraisons physiques de bandes, si on en avait. On utilise des coursiers, donc pour ça, ça ne se fait pas naturellement, il faut avoir une bonne fibre, être équipé solidement en bande passante. Parce que le risque, c'est d'avoir au départ, on espérait faire ça, on avait une ligne d'ASL qui était solide, mais on se rendait bien compte que le risque qu'on prenait à livrer en retard était trop important et qu'on avait tendance à jouer la sécurité en prenant un livreur supplémentaire. Et le fait de s'équiper d'une fibre solide permet vraiment de résoudre ce problème. Il y a une autre question, c'est la localisation dans un arrondissement résidentiel. Donc avant on était dans le 10e, puis dans le 18e. Quand on a cherché à bouger pour s'agrandir, on tenait vraiment à rester dans le nord de Paris, qui sont des quartiers assez populaires dans lesquels les employés avec lesquels on travaille ont tendance à habiter. Donc il y a une grande partie des employés de TeamToo qui habitent dans le nord de Paris ou dans l'est. En fait, c'est assez intéressant de se poser la question de la localisation. On peut avoir une société avec un bâtiment très respectueux des normes environnementale, qui, s'il est situé à une vingtaine de kilomètres de l'habitation des employés, c'est un peu compliqué parce que tout le monde prend la voiture. Le fait de choisir un endroit qui est vraiment situé idéalement dans un arrondissement permet d'optimiser le nombre d'employés qui viendra à pied ou à vélo. Donc aujourd'hui, il y a 10% d'employés qui viennent à vélo. Donc pour qu'ils viennent à vélo, on aménage, on s'assure qu'il y a une cour sécurisée qui leur permet de ne pas craindre pour leur matériel. Ils ont des garages à vélo qui leur permettent de sécuriser la course sans que le vélo soit dans le passage. Donc toutes les ampoules CDLED basse consommation, il y en a une centaine dans le studio, et puis cumulées, elles consomment à peine plus qu'un de nos serveurs. Donc on peut dire que c'est pas grand chose par rapport à la vraie ressource qu'on consomme, qui sont celles des serveurs, mais il y a peut-être aussi un effet indirect et un levier, c'est que les gens avec lesquels on travaille, qui sont assez nombreux, se rendent compte qu'il est possible, même chez eux, d'avoir des ampoules qui font très bien le travail d'éclairage et qui consomment beaucoup moins que celles qu'on peut trouver habituellement. Donc tout ce qui est extinction automatique des écrans, c'est une pratique assez simple à laquelle on pense en général. On se dit, ben voilà, en partant, on va éteindre les écrans. Ce qu'on a fait à TeamToo, c'est qu'on a créé un circuit parallèle pour l'électricité qui va prendre en charge tout l'éclairage et tous les écrans. Et la dernière personne qui part, qui met l'alarme en route avec son badge, va voir descendre le rideau de fer, éteindre les écrans de tout le studio et les lumières. Donc on passe très brutalement du jour à la nuit. C'est assez impressionnant quand on est en charge de fermer le studio. En fait, sur 150 personnes, on a vite fait de ne pas faire passer l'information qu'il fallait bien éteindre l'écran, et le fait de le prévoir au moment où on conçoit le circuit électrique, ça permet vraiment d'être optimum à ce niveau-là. Alors aussi, la fabrication française, donc il y a différentes raisons à ça. Il y a une certaine idée de la qualité qu'on peut produire, le fait qu'on veut maîtriser la fabrication sur le territoire. Ça génère aussi, ça économise beaucoup aussi en déplacement. Et les déplacements qu'on fait en train entre Paris et Valence sont beaucoup moins coûteux que ceux que pourraient faire des concurrents qui travaillent avec l'Asie, qui envoient des équipes entières en avion, simplement. Également, on allonge la durée des équipements. Il faut savoir que les équipements, ils consomment beaucoup d'énergie pendant qu'ils sont en charge, pendant qu'ils fonctionnent, mais leur coût de fabrication et leur coût de destruction
à pas mal d'effets qui génèrent du CO2. De notre côté, les différents serveurs, on les garde vraiment très très longtemps. Quand ils sont finis, donc soit on les fait recycler par une entreprise agréée, soit on les revend à des écoles, à des sociétés qui ont besoin d'ordinateurs qui sont un peu moins puissants que ceux qu'on utilise. Et voilà. Et enfin, voilà, c'est une pratique, la première qu'on avait adoptée, en fait, c'était celle de limiter les storyboards papier. Il faut savoir que quand on fait de l'animation, on génère beaucoup de boards. Alors, sur la série, il y a 70 bits storyboard qui existent en 4 ou 5 versions. La tradition dans le métier, c'était que chaque animateur avait sa version du storyboard et que dès que le réalisateur ou le storyboarder faisait une modification, on réimprimait l'ensemble du storyboard. Donc on a réussi à se débarrasser de cette tradition et de former un peu nos équipes pour qu'elles se satisfassent de storyboard numérique, complètement numérique. Il n'y a qu'une version papier qui est faite au départ, qui va permettre de faire des petites notes, mais ensuite l'ensemble des animateurs, qui sont donc une centaine à Tinto, travaillent sur du numérique et c'est autant de papier économisé. Et voilà, mais il y a encore beaucoup de choses à faire probablement. C'est vrai que la réflexion qu'on a eue sur Plankton nous a amené à nous poser ces questions-là. On a vu qu'il y avait des choses qui nous paraissaient faciles à mettre en place, d'autres qui l'étaient moins, d'autres qui étaient vraiment évidentes, des choses qui étaient vraiment évidentes auxquelles on n'avait pas pensé. La réflexion qu'on a eue sur Plankton, enfin mon Plankton était vraiment intéressante et nous a permis d'optimiser ce qu'on a fait dans le nouveau studio à Tinto. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse, si vous avez des questions. Alors, Plankton, c'est sorti les 2 saisons, la dernière sortie en début 2012. Voilà, on peut trouver des épisodes sur internet. Merci.